Deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires, vous le savez, sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau VIA, et avec TV5 Monde. Et l'invité politique ce matin, c'est le nouveau secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Merci d'être avec nous pour vous interroger. À mes côtés, bonjour ce matin, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et Hervé Favre de La Voix du Nord, habitué de cette émission. Merci Hervé d'être avec nous. Votre interview, Fabien Roussel, sera retransmise sur les sites internet de toute la presse quotidienne régionale en vidéo à partir de 10h30 ce matin. On démarre avec l'actualité, journée noire dans les commissariats. Est-ce qu'on peut soutenir, comme vous, à la fois les gilets jaunes et ceux qui sont en face des gilets jaunes, les gilets bleus, les policiers ? Ce sont des agents, des fonctionnaires au service de l'État. Ils sont pas correctement payés, c'est pas parce qu'il y a ce mouvement en ce moment, et ils ont énormément d'heures supplémentaires, c'est un peu comme les infirmières d'ailleurs, ils les cumulent, ça se compte en millions d'heures, et puis là effectivement ils sont fortement sollicités entre les mesures de sécurité, avec le risque d'attentats, et les mouvements sociaux. Et d'ailleurs, pour que les mouvements sociaux se calment et qu'ils puissent se reposer, il faut répondre aux attentes des gens qui sont en colère. Mais enfin, surtout, oui, je pense que, d'ailleurs, je l'ai dit cette nuit, la hausse du SMIC, elle doit se faire pour le secteur privé, mais aussi pour les fonctionnaires, les agents du service public, les catégories C notamment, qui sont payés au SMIC et à peine au-dessus. Et on ne vit pas dignement avec de tels salaires. Donc, le gouvernement... Vous soutenez les deux. Le gouvernement a inclus cette nuit dans le budget une prime de 300 € pour les forces de l'ordre mobilisées sur les manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que vous dites que c'est déjà un bon début ? C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. C'est une prime. Encore une fois, on donne des miettes, on donne au coup par coup pour essayer d'éteindre le feu, mais avec des tout petits seaux et pas beaucoup d'eau dedans. Et donc, je ne sais pas si ça va satisfaire. Après, maintenant, c'est aux agents concernés et leurs syndicats de discuter avec le gouvernement, mais je partage et je comprends leur colère. Et les négociations reprennent en fin d'après-midi. Hervé Favre. En espérant que cette prime ne soit pas annulée, puisque hier après-midi, on a quand même vécu encore un épisode assez étonnant entre Matignon qui annonce l'annulation de mesures déjà annoncées, revient sur cette annulation. Qu'est-ce que ça dit du gouvernement ? Est-ce qu'il a vraiment encore la main dans ce dossier ? On a le droit à un grand cafouillage. On a siégé jusqu'à 5 heures du matin cette nuit. On a eu des décisions annulées, remises sur la table, tout ça pendant que nous siégeons à l'Assemblée. Et on suit ça sur nos smartphones, on est obligé d'intervenir en séance, rappel au règlement. C'est du Qu'est-ce que ça traduit ? Un désaccord entre l'Élysée et Matignon ? L'Élysée corrigeant des décisions annoncées par Matignon l'après-midi ? Je sais pas, c'est un gouvernement qui est, à mon avis, en train de chercher des solutions, mais sans, ils doivent apporter des réponses concrètes à ceux qui manifestent depuis des semaines, qu'ils aient un gilet jaune ou non. Et pour ça, augmenter des salaires, donner des services publics, pour les retraités, baisser la CSG, il faut bien trouver des sous pour ça. Le coût des mesures, c'est 10 milliards d'euros. Surtout parce que la prime d'activité, la hausse du SMIC, elle est payée par l'État, par nous-mêmes, et pas payée par les entreprises. On reviendra dessus. Mais 10 milliards d'euros, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval quand même. Et donc, ils sont obligés d'aller gratter à droite, à gauche, et donc ils vont aller prendre, de l'improvisation, que tout ça est mal préparé. Un petit peu aux agriculteurs, et ils vont aller prendre, ils vont annuler des mesures annoncées, etc., etc. C'est pas sérieux. Alors qu'ils refusent de restaurer l'impôt de solidarité sur la fortune. L'ISF, c'est pas symbolique. C'est 5 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Quand on en cherche 10, c'est la moitié du chemin parcouru. Alors justement, pour rester sur l'ISF, les parlementaires socialistes ont déposé hier une proposition de référendum pour le rétablissement de l'ISF. Est-ce que vous allez soutenir cette proposition ? Bien sûr, tous les moyens sont bons pour restaurer cet impôt de solidarité, et si ça peut passer par là, tant mieux. Bon, il faut quand même réunir 4 500 000 signatures. C'est toute la limite de ce référendum tel qu'il est inscrit dans la Constitution aujourd'hui, puisque ça existe, le droit au référendum d'initiative populaire. Mais il faut réunir 185 parlementaires et 4 500 000 signatures de nos concitoyens. Alors je peux vous dire qu'avant d'y arriver, on a le temps de voir venir. Donc ils n'y arriveront pas.
Je ne dis pas qu'ils n'y arriveront pas. Je ne suis pas du genre à annuler un combat parce qu'il est difficile. Tentons le coup. 185 parlementaires. Je crois qu'à gauche, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on doit être un peu plus de 120. Donc ça va être difficile parce que l'ISF, c'est une mesure défendue par la gauche. La droite n'en veut pas. Ceux qui disent qu'ils sont d'ailleurs avec les gilets jaunes ne veulent pas de l'ISF. On l'a vu dans le débat. Quand on a demandé la restauration de l'ISF la nuit dernière, en face, M. Jacob et ses amis, regardez leurs chaussures. On n'en parle pas. Et ils n'ont pas voulu s'exprimer là-dessus. Demain, le projet de loi arrive à l'Assemblée. Il est censé être discuté très vite, en urgence. Est-ce que vous allez déposer un amendement, par exemple, sur le rétablissement de l'ISF ? Est-ce que vous n'allez pas jouer aussi le retardement, finalement, puisque le gouvernement est très pressé ? Ah non, monsieur Favre, vous n'allez pas me parler de retardement. Là, c'est des mesures de justice fiscale. On a le droit de délibérer, enfin de déposer des amendements jusqu'au 31 décembre. Et donc, on peut prendre le temps de faire rentrer dans les caisses de l'État 5 milliards d'euros qui seraient payés par les grandes fortunes de notre pays. Je rappelle que l'ISF, jusqu'en 2017, dernière année où il a vécu, nous avons eu un rapport en commission des finances sur cette ISF. Ils étaient 358 700 contribuables. 358 700 contribuables, c'est pas beaucoup. Et ils avaient un patrimoine taxable de 1028 milliards d'euros. 1028 milliards d'euros pour 358 000 contribuables. Vous ne pensez pas qu'ils peuvent apporter une contribution ? 5 milliards, ils payaient avant. Et on pourrait même doubler la mise, 10 milliards. Qu'ils pourraient quand même avoir de quoi vivre et en même temps participer à l'effort du budget national et ne pas demander à nos services publics, à nos retraités de payer tout ça. Oui, nous déposerons un amendement. Oui, nous demanderons le rétablissement de l'ISF. Si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera le prochain coup, mais nous ne lâcherons pas sur cette mesure de solidarité nationale auquel tout le monde doit participer. Édouard Philippe a dit hier que le comité d'évaluation auquel s'est engagé le gouvernement serait mis en place avant la fin de l'année. Est-ce que si jamais le comité d'évaluation dit que cette mesure est positive pour l'économie française, vous changerez d'avis ? C'est-à-dire s'ils disent que l'impôt de solidarité sur la fortune, sa suppression, c'est positif pour l'économie. Il y a un ruissellement. Oui, il faut qu'ils puissent démontrer que les 5 milliards de cadeaux qu'ils ont faits aux plus riches aient été réinvestis dans l'économie. Pour l'instant, c'est pas ce que l'on voit. Et je peux vous le dire, ils vont être obligés de le rétablir, l'ISF. Ils vont être obligés. C'est une prédiction. Où ils rétablissent l'ISF, où ils augmentent les tranches de l'impôt sur le revenu pour aller taper les revenus les plus hauts, donc où ils tapent dans le patrimoine, où ils tapent sur les revenus les plus hauts de notre pays. Je rappelle que les patrons du CAC 40 ont en moyenne 2 millions d'euros de salaire. Ils se sont augmentés de 14%. Ils vont devoir aller taper là-dedans, sinon ils vont être en déficit. Ça pourrait faire l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Écoutez, le référendum, moi je partage l'idée d'un référendum, de référendum, et qu'on puisse consulter régulièrement la population. Et je partage aussi l'idée que quand on élit des représentants d'une population ou d'un territoire, il faut aussi les laisser mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a élu en même temps le président et des députés, et on en prend pour 5 ans. Si au moins ce temps-là il était partagé, eh bien on aurait tous les 2 ans et demi un temps d'élection qui remettrait les compteurs à zéro. Juste pour finir sur ce projet de loi, on a bien compris votre amendement sur le rétablissement de l'ISF, mais est-ce qu'au final vous le voterez, ce projet de loi ? D'abord, j'attends de voir la couleur de ce projet de loi, puisqu'on en parle beaucoup, il va être présenté au Conseil des ministres tout à l'heure. Ensuite, nous verrons quels amendements nous pourrons faire passer dedans. Un exemple, il y a la baisse de la CSG pour les retraités, donc c'est une bonne mesure que nous soutiendrons, mais les retraites ne sont toujours pas indexées sur le coût de la vie. Elles n'augmenteront que de 0,3%, alors que le coût de la vie va augmenter de plus de 2% l'année prochaine. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Alors vous êtes le nouveau secrétaire national, vous avez été élu il y a peu de temps. Est-ce que votre objectif c'est de ramener ce parti à 20% ? On sait que vous êtes un admirateur de la période où Georges Marchais le dirigeait. Ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, dans ce pays, on ne mène pas la même politique quand le Parti communiste fait 16%, ce qui était le résultat de Georges Marchais en 81, et ce qui permet à la gauche de gagner et d'avoir des réformes profondes pour le monde du travail. Eh bien, on ne mène pas la même politique dans ce pays quand le Parti communiste est à 16%.
ou quand il fait 2% comme là. Et c'est peut-être ça aussi qui fait Mais vous que êtes le monde du fixé des travail objectifs, vous êtes fixé autant. des objectifs ou pas? Des objectifs électoraux? Les objectifs, c'est pas en termes de comment dire, de pourcentage. C'est pas ça. C'est en termes d'influence politique. Est-ce qu'on est suffisamment fort et nombreux pour peser sur les politiques qui sont menées, pour avoir un nouveau rapport de force en faveur de plus de justice sociale, de plus de partage des richesses et de permettre à la gauche Est-ce que de Jean-Luc l'emporter? Mélenchon n'a pas pris toute la place, finalement, dans ce combat que Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas plus épais que moi, donc il ne va pas prendre plus de place. Quand on est tous les deux à table... il a un nouveau concurrent. On n'est pas concurrents. Quand on parle tous les deux sur les textes de loi qui arrivent en face, j'ai l'impression qu'on parle la même langue à peu près. Et nous défendons tous les deux un nouveau modèle économique, social, écologique. On n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas le même tempérament. Il y a parfois des différences entre nous, notamment sur la conception du rassemblement. Et donc nous regardons... Quelle différence? Sur C'est l'histoire du Parti communiste français. Nous, on a une grande histoire dans l'histoire du pays. Nous ne regardons pas ce que votent les gens que l'on a en face de nous avant de leur demander de travailler ensemble. On se rassemble avec celles et ceux avec qui on peut faire un bout de chemin pour vraiment transformer notre pays dans l'intérêt de la nation. C'est dans cet esprit qu'on a dirigé la France avec le général de Gaulle en 1945. Ça fait partie de notre ADN aussi et de notre histoire. Vous dites que l'absence du Parti communiste aux 2 dernières présidentielles a contribué à vous effacer. Est-ce que le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon, qui a pris le dessus, n'a pas été mortifère pour votre parti? C'est un petit peu ce qu'on a vécu aussi en 80, mais ça c'est l'histoire, et de cette histoire on sait aussi tirer les leçons, et je pense qu'il y a des sensibilités différentes à gauche. Elles existent. Parti socialiste, France insoumise, Parti communiste, les Verts. Ces sensibilités sont différentes, elles existent. Donc, pourquoi vouloir les gommer en gauche, voulant à chaque fois nous mettre tous ensemble dans une même liste ou derrière un même candidat? Donc pas d'union de la gauche aux européennes. Je pense que c'est cette différence, ces sensibilités différentes doivent pouvoir s'exprimer pour que chacun, on s'adresse à l'électorat. Ça s'est fait au détriment du Parti communiste, Fabien Roussel, vous le savez bien. Il y a 5 listes aux européennes pour l'instant à gauche. Oui. Il y en aura 5 à l'arrivée. Il y aura une liste du Parti communiste, quoi qu'il arrive. Il y aura une liste qui sera conduite par Yann Brossa, qui sera une liste originale, qui portera les colères et les espoirs du monde du travail. Ça veut dire quoi, original? Ça sera la surprise de janvier, puisque nous présenterons cette liste. Nous présenterons cette liste le 26 janvier. Elle sera en tout cas proposée à notre Parlement, le Conseil national du Parti communiste français, qui est souverain dans les choix que nous faisons. Et ce sera une liste du monde du travail qui portera les colères, les espoirs de ceux qui luttent aujourd'hui, qu'ils aient un gilet jaune ou non, parce que je rappelle que depuis des mois, il y a des infirmières qui se battent, il y a des aides à domicile, il y a des avocats qui se battent pour une justice de proximité, des agriculteurs, des cheminots, des électriciens, des gaziers qui défendent des services publics. Eh bien, tout cela se battent sincèrement pour que l'on vive mieux dans notre pays. Donc il y aura des gilets jaunes sur votre liste? Bien sûr, oui, bien sûr qu'il y aura des gilets jaunes qui... Chez les gilets jaunes, il y a de la diversité aussi. On ne leur demande pas tous d'être pareils, ils ont tous un gilet jaune. Comme nous, on est tous de gauche. Mais il y a de la diversité chez eux. Il y en a beaucoup qui réclament la hausse du SMIC pour du vrai, l'ISF, des services publics, la justice fiscale. Ceux-là, nous partageons totalement ces revendications. À propos de combat, de lutte, on attend là, dans les heures qui viennent, la décision sur Ascoval, donc l'acierie de Saint-Saulve, dont Vallourec voulait se débarrasser. Il semblerait, les signes sont plutôt positifs. Ça veut dire que 40 ans après la fermeture d'usine Ordenin, on peut encore sauver l'industrie de l'acier dans la région? Oui, et comme nous le disions à l'époque pour Usine Ordenin, nous avons besoin d'une industrie dans notre pays. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et il y a eu des grands combats d'ailleurs que nous avons menés au lendemain de la guerre pour reconstruire notre industrie à l'époque où on dirigeait le pays avec le général de Gaulle. Eh bien aujourd'hui, avec Usine Ordenin, avec Ascoval, excusez-moi, nous faisons la démonstration que nous pouvons avoir une industrie moderne, écologique, qui émet peu de CO2 et qui répondent aux besoins de notre industrie en matière de production d'acier électrique. C'est une bonne nouvelle si elle était confirmée ce matin, et normalement c'est le cas, de pouvoir sauver cette usine et ses 450 salariés. Et Ford, oui, autre dossier pour le gouvernement, l'usine Ford de Blanquefort. Alors là, l'issue est moins positive. Ford refuse l'offre de reprise, 850 emplois en jeu.
Que peut faire l'État? Est-ce que vous demandez une nationalisation temporaire de ce site? Alors, l'État doit se doter de moyens législatifs plus forts pour pouvoir tordre le bras de ces groupes qui se moquent éperdument de la vie des familles et de notre industrie, justement. Ford décide de ne pas avoir de concurrents, donc il ferme l'usine carrément et il va revendre les machines si l'État ne réquisitionne pas ou ne nationalise pas de manière temporaire cette usine et ces machines afin de pouvoir le vendre à un repreneur qui est là et qui demande que ça et qui est prêt à reprendre 400 emplois sur les 800. Donc nationalisation temporaire. Oui, c'est possible, on peut le faire. Arnaud Montebourg, au redressement productif. Ah ben je regrette ceux qui effectivement menaient ce combat-là, mais moi je suis pas pour m'opposer, mais si on peut mener ensemble des combats communs qui permettent d'avancer. Mais Arnaud Montebourg, à l'époque, il avait fait aussi des grands moulinets avec ses bras sur l'industrie, ça n'a pas empêché Florence de fermer. Hein. Donc moi, ce qui est insupportable, c'est les mots qui ne sont pas suivis d'actes. Vous voulez dire que Bruno Le Maire est un Montebourg plus efficace? Il faut des lois anti-licenciement boursier, des lois anti-délocalisation. Et ça, c'est possible. Un mot sur Maurice Leroy, un élu emblématique, ancien communiste. Il quitte la vie politique française. Il a posé sa dernière question d'actualité à l'Assemblée nationale hier et il va après 3 septennats, je crois, il va aller s'occuper du Grand Moscou. Il va chez les Cosaques, ouais. Eh ben, on lui a cité bonne chance et bon vent à Maurice Leroy, c'est son choix. Il va manquer à l'Assemblée quand même? Oui, en même temps, ça fait effectivement un moment qu'il y siège, et tant mieux pour lui, mais je vous avouerai que je n'ai pas regardé précisément ce qu'il va y faire. Le Grand Moscou, il faut rappeler, c'est un peu comme le Grand Paris, hein, c'est un Moscou élargi. Merci beaucoup Fabien Roussel, nouveau secrétaire national du Parti communiste français, d'être venu sur ce plateau ce matin. Merci Oriane Mancini, merci Hervé Favre de La Voix du Nord. On passe au débrief de l'actualité avec Denis Caro et Michel Richard dans un instant. Voilà, Fabien Roussel, nouveau secrétaire national du Parti communiste français, quitte ce plateau. Vous le voyez, c'est en direct. Au revoir, Fabien Roussel, et merci d'être venu. Ils font leurs entrées Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour Cyril. Et Michel Richard, éditorialiste au Point. On vient d'entendre Fabien Roussel, messieurs, dire qu'au fond, une union de la gauche, pourquoi pas, mais au bénéfice du Parti communiste français. Bah, écoutez, on ne va pas demander à un patron de parti, en plus tout fraîchement adoubé, de commencer par baisser la voix en disant on va se fondre dans une union de la gauche un peu comme ça, vaporeuse et tout ça. Donc évidemment, il ne peut dire que ça. Maintenant, l'union de la gauche, franchement, en effet, c'est pas gagné. Comme on voit d'ores et déjà, il y a 5 listes pour les européennes dans cette mouvance-là. Chacun... il y a une multitude de petites boutiques et chacun joue pour sa devanture. Voilà, la vérité c'est ça. Il y aurait une certaine cohérence à ce que certaines boutiques fusionnent, hein, mais pour le coup, c'est pas le cas. Voilà. Effectivement, Fabien Roussel veut que le Parti communiste pèse à nouveau à gauche. Ça prendra du temps. C'est pas gagné. Et puis il y a Mélenchon. Il y a Mélenchon et le Parti communiste, il a disparu dans les lames. Il n'a pas eu de candidat à la présidentielle. Et Mélenchon occupe tout l'espace. Donc l'espace, c'est le potentiel de négociation avec Mélenchon et qui pour le moment semble limité. Alors, chèque énergie, prime à la conversion, cafouillage et rétro-pédalage à Matignon, Michel Richard. Que s'est-il passé? Alors, on avait stigmatisé le gouvernement de François Hollande quand il y avait ça, et au fait, on a quasi la même chose. C'est un cas de figure incroyable, quoi, parce que de quelque côté que l'on se tourne, ce n'est qu'improvisation, que cafouillage. Alors, on voit bien le problème de ce pouvoir. Il a affaire à une crise incroyable, inédite, difficilement compréhensible, difficilement intelligible, et ça, c'est le cas du gouvernement et du pouvoir, mais de tout le monde. Tout le monde se creuse la tête pour bien ne pas se tromper sur le sens ni de revendication, ni de ce mouvement. Et il doit, lui, prendre des mesures, et des mesures immédiates, des mesures visibles. Il se heurte évidemment à un problème d'improvisation parce qu'il doit aller très vite, mais un problème, si je puis dire, de technocratie. Tout ça est extrêmement compliqué. D'un claquement de doigts, vous n'injectez pas comme ça n'importe comment 10 à 15 milliards, ce qui est une somme très substantielle dans l'économie française et auprès des... Alors évidemment, tout ça ne va pas sans improvisation.
sans conflit probablement interne entre Élysée, Matignon, Bercy. Tout ça ne doit pas aller tout seul, on le devine. Quelle est l'ambiance à Matignon, Denis Caro? Je ne sais pas quelle est l'ambiance à Matignon, mais on voit qu'il y a des vents contraires et le niveau d'improvisation, effectivement, comme vous le disiez, est absolument inédit. Et tout ça est assez inquiétant quand même, parce que on voit qu'il y a une décision qui est prise. Entre parenthèses, ça prouve que le gouvernement n'a pas retenu la leçon, ou à moitié. Imaginez que remettre en cause des mesures qui ont été annoncées il y a un mois n'allait pas entraîner des protestations, mais c'est absolument fou. Et on imagine les débats, et notamment avec les élus de terrain, qui ont dû hurler et peser dans cette décision et dans ce rétropédalage en 3 heures. C'est totalement inédit. Alors, la grande nouveauté, c'est que, pour une fois, ce pouvoir a écouté ses propres élus de terrain. Parce que, franchement, ça fait bien longtemps que quelques députés de La République En Marche tiraient des signaux d'alerte, etc., etc. Et naturellement, on n'en faisait rien. Là, au moins, ils ont protesté et on s'est dit, oulala, et on les a écoutés. Et Édouard Philippe l'a dit dans Les Échos lundi, et il le répète, il veut continuer à réformer. Mais comment imaginer que le gouvernement puisse continuer à réformer si chaque fois qu'il y a une opposition, y compris interne, chaque fois qu'il y a un gilet jaune, orange ou une cravate à pois, on recule? Ça va être compliqué. Le délai qui reste à ce Premier ministre, sans faire de prédiction, c'est quoi, Michel Richard? Écoutez, je pense que pour l'instant, évidemment, il n'y a aucun intérêt à s'en débarrasser. Il faut qu'il fasse le boulot. Il a un chantier absolument considérable dans un certain désordre, parce que même cet énorme débat national, franchement, je ne sais pas comment on gère ça. Donc jusqu'au 15 janvier avec les élus, puis ensuite, je ne sais pas comment on gère ça. Donc lui, il va faire le boulot, et puis on verra dans quel état il en sort. C'est une cartouche précieuse pour Emmanuel Macron. Il couvre la droite en plus. Oui. Et il doit pouvoir se servir du fusible Édouard Philippe au bon moment. Pour le moment, le Premier ministre explique qu'il tient le cap, qu'il ne bouge pas. Mais effectivement, il y aura ce recours qui sera la dernière solution pour Emmanuel Macron en cas de nouvelles difficultés. Alors, la police qui revêt des gilets bleus, est-ce qu'on peut, comme Fabien Roussel tout à l'heure, être à la fois pour les revendications des gilets jaunes et pour les revendications des gilets bleus, au fond, ceux qui se trouvent en face les uns des autres? Michel Richard. Écoutez, d'abord, il y a une vraie légitimité aux revendications des policiers. On leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup. Horaires à rattraper. Et puis, on l'a bien vu dans ces moments scabreux dans l'histoire de la République, pour le coup, car il y avait quand même des moments qui étaient quasi insurrectionnels, etc. Et ils ont assuré et ils ont assumé. On leur doit beaucoup. En outre, on les maltraite beaucoup, de facto. On se concerte avec eux. On voit des images en ce moment du ministre de l'Intérieur se concertant avec eux. Oui, on les maltraite beaucoup, c'est-à-dire que d'un point de vue tant de matériel, de dotation de matériel, que d'heures supplémentaires, écoutez, un nombre hallucinant. C'est-à-dire on vit dans un monde irréel, plusieurs millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Écoutez, ce n'est pas possible. Et donc là, on leur propose 300 € de prime, ils disent que c'est insuffisant, ils ont raison. Et franchement, au point où nous en sommes, quitte à dépenser 10 à 15 milliards, dépensons-en un petit peu plus encore pour remettre les comptes à zéro. Michel Richard qui n'est pas au gouvernement, comme chacun le sait. Non. Denis Caro. Ils ont totalement leur place sur les ronds-points, les policiers et les gendarmes, en termes de situation personnelle, de situation financière, de conditions de travail. Les difficultés sont énormes et ils ont beaucoup de mérite dans le contexte actuel. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous. Leurs revendications sont légitimes. Et ils font comme tout le monde, on leur accorde de 300 €, ils demandent plus. Mais c'est la loi du genre depuis quelques semaines. Ils sont légitimistes avant tout, Michel Richard, les policiers? S'il y avait par exemple, question, des actes 6, 7, 8 des Gilets jaunes, on ne peut pas totalement les exclure, bien que ça a l'air d'être le cas, mais les policiers recommenceront sur les ordres du politique à dégager les ronds-points, etc. Vous le croyez? Je le crois. Je crois que la police est légitimiste, alors qu'il puisse y avoir en son sein quelques têtes plus excitées, c'est bien possible. Mais fondamentalement, elle est légitimiste. Et encore une fois,
j'ai trouvé, je ne suis pas le seul, tout à fait remarquable leur comportement dans ces temps tout à fait troublés. Parce que déjà, ils étaient eux-mêmes en situation de fragilité personnelle, financière, salariale. Mais ça ne les a pas empêchés de se comporter très bien. Et disons une chose, c'est qu'il n'y ait eu de leur fait aucun mort dans ces manifestations anarchiques, c'est déjà remarquable. Denis Caro, très vite, oui. Oui, c'est effectivement une performance énorme. Effectivement... Oui, oui, ils sont en état de se faire entendre et ils doivent profiter, j'imagine, de cet état objectif de faiblesse du pouvoir pour faire triompher un petit peu du moins leur cause. C'est de ma faute, on est en retard, je vous presse, messieurs. Merci Denis Caro, directeur des rédactions de Nice Matin. Merci Michel Richard, éditorialiste au Point. On passe aux Zapatins de Christophe Combarius, qui s'est passé également dans les autres matinales ce matin. À tout de suite. Je souhaite un vote conforme, c'est-à-dire un vote qui réponde à l'urgence. Parce que par nature, nous sommes responsables, le pays va mal, nous devons répondre, et répondre, c'est voter. Pourquoi annuler l'extension du chèque énergie ? Écoutez, il y avait des mesures qui avaient été prises en tout début du mouvement dit des Gilets jaunes, mais qui concernaient des besoins de beaucoup de Français qui n'étaient pas forcément d'ailleurs en Gilets jaunes. Quelle bande d'amateurs. On nous avait promis des experts, des économistes hors pair, des gens qui allaient ringardiser le vieux monde. On nous avait promis des gens qui sauraient donner un nouveau sens, un nouveau cap à la société française. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des amateurs qui se plantent chaque jour davantage. Je vous donne un autre exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales. On leur avait dit à l'époque, ce n'est ni juste ni possible. Le gouvernement vient de se faire retoquer sur ce plafonnement des indemnités. Sur tous ces sujets, manifestement, ou Emmanuel Macron a menti, ou la technostructure, les fermiers généraux de Bercy, ou je ne sais qui, sont en train de détricoter des mesures pourtant attendues par nos compatriotes. J'ai peur que ça soit trop intelligent et trop subtil pour moi et pour beaucoup de Français. La réalité, c'est quoi ? C'est que comment on peut faire confiance à un gouvernement où il y a en permanence des allers-retours ? On apprend ces dernières heures que la défiscalisation ne concernerait pas ni la CSG, ni la CRDS. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elles seront défiscalisées et les cotisations sociales seront supprimées. Ce sont les cotisations patronales qui ne le seraient pas. Alors qu'il y a une injonction à la justice fiscale, Emmanuel Macron se tient comme un rempart entre les gilets jaunes et la grande masse du peuple français qui les soutient, et les riches et les puissants dont il est le président, à qui il ne demande absolument pas plus de contributions. Alors que c'est bien le cœur des revendications des gilets jaunes. Je voudrais qu'il y ait une consultation référendaire qui valide un certain nombre de propositions qui émergeront de ce débat. Et alors, ça donnera beaucoup plus de force, beaucoup plus de valeur à ce débat. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la concertation semble d'abord une petite manœuvre à part du gouvernement pour dire qu'il faut que la mobilisation s'arrête. Et pour autant, tout ce qui a été obtenu en raison de cette mobilisation. Donc déjà, je dis aux Gilets jaunes, vous pouvez continuer à rester mobilisés. Quand vous dites ce n'est pas simplement nous, c'est 30 ans, etc. Oui, bien sûr, parce que vous êtes les enfants de ce système, mais que vous continuez à 100 à l'heure. Vous accélérez sur toutes les politiques qui ont mené la France dans l'état où elle est aujourd'hui, et ce chaos. Voilà, on poursuit avec la troisième partie de notre émission, l'actualité parlementaire et politique, dans un instant. À tout de suite.